On se retrouve pour un nouvel épisode des Snow Surf Podcast avec Patrice Fiva. Alors Patrice, la question rituelle pour commencer ces podcasts, c'est est-ce que tu peux me raconter où est-ce qu'on est là? Là on est au soleil, mais en fait plus précisément à Val Thorens pour la grande première. Il a neigé un peu cette nuit, bon il n'y a pas des tonnes de neige mais c'est très sympa. On est sur un petit balcon là, c'est vrai qu'on a une belle vue, non? Ah ouais, vraiment, il y a juste la clim du voisin qui fait un peu de bruit, mais autrement la vue, vraiment. Et vraiment sympa, ça a mis une petite couche de blanc. Et alors, qui es-tu alors Patrice Fiva? Comment tu as commencé le snowboard et pourquoi on est là à discuter sur ce balcon cet après-midi? Ouais, alors, qui je suis, j'ai déjà fait depuis si longtemps que je ne sais même plus quand j'ai vraiment commencé, c'est à la fin des années 80. Donc je ne suis pas si vieux que ça, hein, je vous... j'ai commencé vraiment tout jeune. J'ai eu la chance d'avoir un de mes meilleurs amis d'enfance qui était un des premiers instructeurs de snowboard en Suisse. Il shapait pour une marque bien connue à l'époque, c'était Wild Duck. Et c'était vraiment un shaper de génie, quoi. Il faisait des planches vraiment très bonnes, même qui ont abouti à des planches qui avaient beaucoup de succès, comme la Nine Fair pour ceux qui connaissent de l'époque, qui était une des meilleures planches de Wild Duck. Et avec lui, on pratiquait dès le début autant le freeride en soft boots. On a fait plein de premières dans les coins où on allait. Et aussi beaucoup de snowboard alpin, parce que les années 90, enfin, je peux dire 90, mais les années 90, c'était l'âge d'or du snowboard alpin, parce que surtout en Europe. Et le carving qui est apparu au début des années 90, c'est quand on commençait vraiment à faire ces traces toutes fines sur la piste, ça vient vraiment de l'Europe. D'ailleurs les Américains ont appelé ça Euro-carving. Et donc le carving c'est arrêté sur la carre, tout simplement. Et du coup, t'as commencé, donc c'était le copain en question, c'était Jacques Grillet, ouais. Et toi t'es suisse, donc c'était où que ça se passait tout ça? Alors ça se passait sur un peu, bon, on habitait Lausanne tous les deux, donc au bord du lac Léman, on allait beaucoup dans les petites stations du Valais, notamment des petites stations familiales où il n'y a pas trop de monde, comme à Œuvrenat, pour ceux qui connaissent, rarement Verbier, bon, où ça se fait, l'été on allait surtout à ça se fait. Et après on a découvert à la fin des années 90 une petite station Zinal, c'est dans le Val d'Anivier, Grimens. C'est aussi encore des stations familiales où on peut faire des descentes sans personne sur la piste. Et pour l'alpin que l'on pratique, c'est très appréciable. Et le freeride aussi pas connu. Mais maintenant il y a un spot de freeride qui est très connu à Zinal, ça passe dans les magazines, mais à l'époque il n'y avait personne. Et donc c'était quoi votre pratique du snowboard? Alors comment ça a évolué et comment c'était au départ? Ouais, alors le snowboard alpin, au début, si je le compare au freestyle, il y avait un peu une fracture dès le début. Il y a vraiment les mecs qui voulaient faire leur saut dans leur coin et les alpins qui pensaient au virage coupé. Alors nous, on adorait les deux, donc on n'a jamais compris cette fracture. On est vraiment une famille. Et donc voilà, on se souvient aussi du fait que Jacques était instructeur, donc il devait enseigner les deux. Et puis on a progressé dans les deux domaines. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'au début des années 90, donc on recherchait, comme c'est un peu la mode du carving, on cherchait à faire un peu comme nos modèles, Serge Vitelli, pour ceux qui connaissent, Jean Nerva, Peter Bauer, qui étaient les premiers, les plus médiatisés. Surtout Serge Vitelli parce qu'il avait un joli style, mais on le voyait qu'en photo. Et nulle part on avait de vidéos vraiment des techniques claires, et on a essayé de découvrir cette technique par nous-mêmes en fait. Et venant de la technique suisse de snowboard où on pratiquait les virages en rotation, très rapidement on s'est démarqué de Serge Vitelli et des pionniers. Donc au milieu des années 90, on a commencé à le faire vraiment différemment, en rotation, dans un esprit plus surf. Si vous regardez un surfeur dans une vague, quand il fait son frontside, il a vraiment les épaules et le bassin dans l'axe de la planche. Il ferme l'épaule, comme on dit. Alors que le Vitelli Turn d'origine, on a le buste face à la spatule. Donc ça, c'est vraiment une grande différence avec Jacques et moi. On a essayé de trouver notre propre voie, notre propre technique. Et, parallèlement, il fallait aussi les planches. Et c'est ça le problème des planches dans les années 90, elles étaient très mauvaises en backside. On voyait très peu de virages couchés en backside. Et là, Jacques a réussi à développer une technologie de shaping qui donnait la rigidité en torsion qu'il fallait pour le virage backside. Et donc ça a été aussi une de nos forces, faire des backsides complètement couchés, ce qu'on voyait très peu dans les années 90. Tu parlais de virages en rotation, tu peux expliciter juste la différence? C'est quoi les deux types de virages alors en snowboard pour toi?
Alors la technique de rotation qui est en fait enseignée même dans les écoles suisses de snowboard, c'est vraiment accompagner la planche dans le virage. Donc si on veut tourner à droite, eh bien on fait vraiment un mouvement des épaules et du bassin avec la planche. Si on le fait vraiment bien, ça se voit même pas de l'extérieur parce qu'on a l'impression d'accompagner la planche. C'est comme un surfeur sous l'eau, c'est très naturel. Et ce qui est important, c'est à la fin du frontside, on a vraiment les hanches dans l'axe de la planche, pas face à la spatule, et les épaules aussi. Alors, beaucoup de snowboarders sont comme ça. Et après, pour le backside, on se tourne un peu, ça dépend si on a beaucoup d'angles ou pas, mais on se tourne un petit peu plus vers la spatule. Voilà. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de snowboarders qui se contentent de laisser travailler la planche, parce que dès qu'on la met sur la carre, elle tombe toute seule avec la taille de guêpe, et il reste tout le temps face à la spatule, un peu comme en squall. Il faut vraiment faire un effort mental, surtout pour le frontside, de bien fermer, comme un surfeur dans une vague, dans un tube, je veux dire, quand il est sur les orteils, si on regarde bien les vidéos, il regarde par-dessus son épaule avant. Et vraiment faire cet effort mental de tourner la tête, regarder par-dessus l'épaule. Et voilà, donc c'est un peu ce qui nous démarque, de l'alpin des années 90. Et alors, ce qui est arrivé, c'est qu'à la fin des années 90, il y a eu le déclin du snowboard alpin. Des grandes marques comme Burton ont arrêté d'en fabriquer, et alors tous les autres ont suivi. Les pionniers du début ont disparu. Ils ont tous retourné leur veste. Jean Nerva, Peter Bauer, Vitelli, il a disparu. On était un peu déprimés par ce constat. Et nous, on a voulu continuer à promouvoir le snowboard alpin, tout en faisant du freeride aussi, en boots, en soft boots. Et c'est pour ça qu'on a créé notre propre site web pour défendre. Ça s'appelle Extreme Carving. C'est vrai que ça s'appelle toujours d'ailleurs, extremecarving.com. Et on a eu vraiment, on peut dire un buzz à l'époque, en 2000-2002 c'était. Les premiers buzz, les premiers réseaux sociaux, c'était quoi? C'était des forums. Et c'est dans un forum américain où quand on a publié des photos, ça fait un peu de buzz. Puis je vois, ils sont en train de tomber là, c'est quoi ces photos? Après on a mis des vidéos de mauvaise qualité parce que les caméras de l'époque, c'était pas ce qu'on a maintenant. Et ça fait pas mal de buzz. Et puis Jacques, entre-temps, il avait quitté l'industrie du snowboard pour reprendre des études d'ingénieur. Moi-même, je suis physicien, donc on a toujours été un peu dans la technologie, dans la conception des bornes. Et il s'est dit, pourquoi on ne ferait pas des planches spécifiques d'extreme carving? Parce qu'on avait toujours pour nous-mêmes quelques protos que Jacques avait construits lui-même. Il mettait 4 jours pour faire un snowboard. Et comme il avait plein de contacts dans l'industrie, on a redémarré une petite production qu'on a vendue comme ça de par le monde. Et c'est comme ça qu'est née ta marque Sword. Voilà, exactement. Alors, il faut dire aussi qu'il y a eu un catalyseur là-dedans, c'est Niels de Grémont, un Français. Donc pour ça qu'on a fait une marque franco-suisse à la base. C'est lui qui est venu un peu nous chercher, qui a posté nos photos dans les forums, qui nous a poussé un peu de l'avant. Et il s'est associé à nous pour créer la marque Sword. Et donc tu parlais d'extreme carving, est-ce que tu peux me définir un peu ce que c'est cette pratique? J'en avais parlé avec Peter Bauer ou avec Serge Duprat qui me disait ouais on n'aime pas trop ce nom extreme carving, mais tu as une bonne explication à ce nom. Hein. Oui, le carving c'est rayé sur la carre simplement. Le virage couché c'est pareil, très penché. Si on regarde les films des années 90, Peter Bauer, Jean Nerva, ils étaient très penchés mais pas couchés complètement, et on voyait que des frontside. Si vous regardez bien, il y a une vidéo la seule vidéo qu'on trouve encore sur YouTube, il n'y a que des frontside. Les backside, Jean Nerva on le connaissait, Niels le connaissait très bien. Moi malheureusement il nous a quitté l'année passée. Il le connaissait très bien. Jean Nerva il nous disait ouais le backside c'est un vrai problème. Et puis il nous soutenait dans notre démarche d'essayer de promouvoir l'alpin. Il disait que malheureusement lui-même il avait jeté ses propres chaussures évidemment parce que l'industrie ayant tourné le dos à l'alpin. Alors j'ai perdu le fil là. Sur l'extreme carving. Oui. Voilà, c'est ça, c'est que l'extreme carving, vu que Jacques et moi on est parvenu à se coucher complètement et surtout, c'est ça l'essentiel, enchaîner frontside, backside, en se relevant, en le faisant dans un style fluide. Vu qu'on se couchait vraiment jusqu'à la truffe dans la neige, on a appelé ça extrême. Ouais. Enfin, on peut pas coucher plus. C'est pas extrême dans le sens dangereux, comme on entend toujours pour le freeride, on prend des risques mortels. C'était vraiment le fait qu'on est incliné au maximum. À l'époque, il y avait le mot Eurocarving, mais ça maintenant c'est un peu obsolète. On disait carving hard.
Voilà. Mais voilà, on a sorti ce mot et puis il s'est vraiment très vite répandu sur Internet. On a un bel engouement donc en France, Italie, un peu plus tard en Allemagne, et puis après beaucoup les Russes. On a commencé, pour défendre notre sport, donc on a commencé à organiser des meetings d'extreme carving à partir de 2004. Donc là, cette année, on sera à la 16e session. On a eu beaucoup de monde qui venait de toute l'Europe. On a jusqu'à 230, 250 participants. On a même des Russes, des groupes de 30 à 40 Russes qui sont venus. Donc, ils ont adoré ça et ils l'ont exporté chez eux. Donc, on trouve sur Internet, il y a beaucoup de vidéos de Russes très bien faites où ils sont venus apprendre de nous. Et voilà, donc maintenant le mot nous a échappé, on ne le contrôle plus. Et beaucoup de gens l'utilisent un peu à tout va, même pour des choses qui se différencient de notre technique à nous, qui était en rotation, dans l'esprit surf, fluide, cool, avec un matériel, ça j'insiste aussi, très différent du slalom race en alpin, où ils ont des chaussures très rigides, des fixations très rigides. Nous, on a tout assoupli. Vraiment, si je compare mes hard boots, des fois c'est même plus souple que les soft boots de certains riders. Donc ça c'est un point essentiel. Les fixations aussi, on a des étriers pas trop durs, donc on a un peu de flexibilité latérale. Donc là, c'est quoi l'avantage? On fait les deux, hein. On fait aussi l'extreme carving en soft c'est boots. ce que j'allais dire. Aujourd'hui, j'ai ridé avec Seb Henry. On était tous les deux en soft boots. Il se couche totalement sur la neige. D'ailleurs, c'est très impressionnant. Les gens s'arrêtent, regardent, les skieurs regardent ça d'un air, et même les snowboarders. Hein. C'est vrai qu'ils se couchent entièrement sur la neige. On mettra des vidéos là, mais c'est quand même très impressionnant. Et en soft boots. Exactement. Alors nous, on le fait aussi. Il faut une planche bien assez large pour pas trop dépasser les orteils des talons. Alors la vérité, moi-même, je commence à prendre un peu de l'âge. Une journée entière en soft boots carving à fond, c'est crevant. C'est fatigant pour les guibolles. Ça demande quand même plus d'efforts. En alpin, avec les chaussures alpines, on a la chaussure, elle se tient mieux. On a un système de ressort à l'arrière qui emmagasine l'énergie dans les virages, qui vous le rend. Et donc on s'économise de cette façon. On est aussi plus dynamique, plus agressif quand même. Donc voilà, c'est pour ça que moi globalement, je suis plutôt actuellement soft boots pour le freeride et puis hard boots pour la piste dure. Mais on peut le faire en soft boots, hein, j'insiste bien. Voilà, c'est juste une question après de goût personnel. Sébastien, il se débrouille super bien en soft, quoi. C'est génial. Et du coup, les boards que vous avez développés, donc vous commencez en 2003, 2002, 2003, la première sword. Le premier modèle 2003, ouais, exactement. Avec notre usine, c'était Duret Ski dans la Vallée Verte. Malheureusement, une année après, en 2004, ils ont fait faillite, ils ont fermé, alors qu'ils existaient depuis 1929. Donc après, on s'est tourné vers un fabricant allemand, ça s'est pas très bien passé. Et après, chez Nidecker, on a produit. Voilà. Et puis les Nidecker, en Suisse c'est quasi plus possible de produire, en tout cas à prix raisonnable. Donc maintenant on produit quelque part en Europe. Voilà. On veut absolument pas aller en Afrique ou en Asie. Moi je suis suisse, mais je crois vraiment à l'Europe. C'est un concept qui me plaît beaucoup. Et je défends vraiment la notion d'Europe. Mais bon, si la Suisse pouvait adhérer à l'Europe, je dirais pas non. Et du coup, alors ces boards que tu fabriques, c'est quoi leur spécificité par rapport? Parce que là aujourd'hui je réalisais la Dual 2, c'est une board, on fait des butters, c'est une board quand même souple en flex, j'ai l'impression, et très raide en torsion, c'est ça l'esprit Sword? Ouais, alors c'est vraiment des années à peaufiner pour qu'une planche soit. Faire des bonnes planches, c'est quoi le secret? Il faut déjà une bonne théorie derrière, des bons ingénieurs. Modestement, je crois qu'on l'a parce que Jacques, c'est un excellent ingénieur. Moi-même, je suis physicien, donc déjà des bonnes connaissances des matériaux. Puis après, développer une technologie qui permet de bien contrôler la torsion rigide, mais surtout qu'elle soit bien répartie aussi. Parce que c'est pas si difficile de faire une planche de rigide en torsion, mais elle va gratter trop aux extrémités, ça sera très inconfortable. Il faut donner plus de liberté aux extrémités de la planche. Tout ça en même temps que la planche soit assez souple. On ne veut pas des baramines. C'est souvent l'image que les gens ont gardée du snowboard alpin des années 90, c'était des baramines qui font mal aux jambes. Nous, les planches qu'on fait, elles sont vraiment très confortables. Alors la Dual aussi, c'est une planche très souple et des freestylers, ils ont dit oula, c'est drôlement souple, ils sont surpris, comme ça tient sur la carre. Dès qu'on se met sur la carre, on a une rigidité qui vient de cette torsion bien contrôlée. Et ça, il faut dire, c'est le génie de Jacques qui a mis au point la première technologie qu'on a fait évoluer, qu'on fait encore évoluer maintenant. On est avec du carbone, maintenant on est avec du titanal. Le titanal est aussi repris dans l'industrie du ski, mais il faut savoir ce qu'on fait. Hein. C'est pas si simple, il suffit pas juste de mettre une couche de titanal pour que la planche soit bonne. Hein. Il y a du travail derrière. Et du coup, tu me disais que le virage backside dont
dont tu es le promoteur, hein, c'est vraiment tout est parti de ça, c'est que vous vouliez enchaîner les virages frontside couchés, les virages backside couchés. Le gros problème que tu as avec l'industrie du snowboard, enfin avec les snowboards en tout cas qui ont été produits dans les années 2000 et peut-être encore aujourd'hui, je sais pas, tu vas me dire, c'était qu'ils rendaient ce virage backside plus compliqué. Alors c'est quoi l'histoire en fait du matos et du virage backside? Bon, alors si on regarde dans les deux catégories, en freestyle, etc., les planches, elles étaient pas très performantes en torsion, c'était un peu des lavettes, c'était plus pour faire des figures, des sauts, mais en tenue de car, c'était pas génial du tout. Après, de l'autre côté, pour les planches de slalom, c'était vraiment des barres à mine très étroites dans les années 2000, ça nous plaisait pas du tout, et nous, on fait vraiment des planches alpines larges, il faut bien le préciser. Maintenant, un peu les concurrents, on peut suivre la tendance qu'on a lancée, ils essaient de faire des planches alpines plus larges. C'est pourquoi plus large? Pour moi, le snowboard, c'est pas des pieds avec 65 degrés au pied avant. Pour moi, c'est les pieds en travers, hein. Donc j'essaie de le moins d'angle possible. Alors, en alpin, on arrive quand même à 45 degrés. Ça peut paraître beaucoup pour certains, mais c'est peu par rapport à certains alpins en slalom. Et donc voilà, de nouveau, on est un peu entre les deux mondes, freestyle, alpin. On a toujours été entre les deux. On prône les deux. Voilà, on a à la croisée des chemins, j'ai envie de dire. Et du coup, c'est quoi le problème avec une twin tip classique pour faire un beau virage backside? Ah, honnêtement, il faut pas rigoler. Je dis souvent, je peux te faire un virage couché frontside avec une porte au pied. D'ailleurs, Snowsurf, vous aviez fait un article. Je crois qu'il faut que je ne retrouve pas cet article sur 95 ou 96. Pour rigoler, vous avez pris une planche rectangulaire et vous essayez de carver avec ça. Je me rappelle, c'était excellent cet article. Eh ben, on peut quasiment le faire avec une porte. Après, c'est juste une question de technique. Après, pour que ça soit facile, donc ça marche en toute neige, sur la glace. Hein, là, il faut développer une planche au top. Ah ouais. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'on n'a pas besoin de. Enfin, cet extreme carving, il donne aussi envie d'aller faire du snowboard sur la piste, quoi. Ah ouais. Alors honnêtement, moi j'adore le freeride. Si j'avais le choix entre une île, perdu sur une île sans arrêt de la poudreuse ou sans arrêt des pistes complètement damées, franchement, j'hésiterais. Bon, je pense que je prendrais quand même la poudre, mais honnêtement, une journée de carving bien couchée sur des belles pistes, sans trop de monde, c'est aussi grisant, aussi génial que une belle journée de poudreuse. Donc en fait, je m'emmerde rarement. Honnêtement, je suis tout le temps sur la neige, que ce soit béton, que ce soit poudreux, je prends l'engin qu'il faut. Alors on voit quand même pas mal de marques aujourd'hui qui vendent du carving. Il y a plein même il y a des gammes carving, celles qui, enfin après on peut pas, c'est bien, hein, je pense que c'est une bonne chose. C'est génial. Mais qu'est-ce que tu penses de ce retour en grâce de la pratique? Je suis heureux que le mot carving soit revenu dans les catalogues parce qu'il a été complètement zappé, supprimé des catalogues il y a quelques années. Le ski en a profité, hein, on continue toujours à faire des skis carving, maintenant tous les skis carvent assez bien. C'était dommage que c'est disparu du snowboard, à la base ça vient vraiment du snowboard, hein. Et alors maintenant ça revient, peut-être ça fait quoi maintenant depuis 17 ans qu'on diffuse sur internet des vidéos, des photos d'extreme carving. On a commencé, je pense, à être un peu connu. Les Russes aussi en ont beaucoup publié. Ça se répand en Asie, donc au Japon et en Chine, où ça a beaucoup de succès le carving. Il y a un magazine qui s'appelle Carving au Japon. Donc à force de voir ça, peut-être que ça a relancé le truc. Puis le snowboard se pose des questions. Maintenant, il se remet en question. On se rend compte que faire des beaux virages, c'est chouette finalement. C'est comme je dis souvent, comme faire un beau backsider, c'est une figure qui est très très vieille aussi, le backsider, c'est toujours chouette d'en faire, donc le carving c'est pareil. Alors maintenant je suis content que le carving revienne, mais il faut rendre à César ce qui est à César, hein. Les deux seules marques, je dirais, qui ont cru au carving depuis toujours, qui ne l'ont jamais quitté, c'est Duprat et Sword, hein, 2005, 2006, il n'y a pas grand monde, il y avait que nous deux. Comme par hasard, des voisins des deux côtés du lac Léman. Parce qu'il n'y en a pas aux US, il n'y en a pas au Japon, justement, des marques comme ça? Alors ouais, maintenant au Japon, il y a plein de petites marques qui apparaissent, et tout, ouais, absolument. Étonnamment plus au Japon qu'en Europe. Et les US, ça a toujours été différent? Ouais, ils ont toujours été très très freestyle. C'est eux-mêmes qui ont donné le nom Eurocarving, presque pas en se moquant, mais comme une curiosité à l'époque. Ouais, c'est marrant ça. C'est pas le même état d'esprit là-bas. Il faut dire aussi, par exemple, je suis allé souvent au Canada faire il neige tout le temps. Les pistes, on va pas faire de la piste quand il neige tout le temps. Donc c'est un peu normal aussi. Ouais, et puis nous on a des pistes un peu plus raides aussi, peut-être un peu plus larges. Absolument. Et puis, ce qui a bien changé depuis les années 2000, c'est le damage. Peut-être grâce au ski carving aussi. Les gens voulaient des pistes mieux préparées.
Et c'était bien plus facile. C'est bien plus facile maintenant de coucher les virages sur des pistes bien préparées. Mais un bon carveur doit carver toute la journée, hein, aussi même dans les bosses. Dans les vidéos, on montre des belles pistes plates désertes, mais on carve toute la journée. Hein. Non, mais là, on voit aussi des freestylers qui se font plaisir à faire des virages carvés front. Exactement. C'est ça, c'est jouer. Voilà. Et sur Internet, maintenant, ce qu'on voit le plus, c'est qu'on fait un peu de tout. Et c'est bien d'avoir le trick carving dans sa palette, quoi. Et ça me réjouit vraiment. Alors moi, je suis plus un type très freestyler. Maintenant, je suis un peu moins souple avec les années, mais ça fait plaisir à voir. Je suis content que c'est ce que c'est là. Ouais. Et ceci dit, c'est assez différent. Là, on parle de carving, d'un virage de temps en temps bien couché et bien joli en fin d'un run ou quoi. Ouais. Mais c'est très différent de l'extreme carving. Est-ce que c'est pas un peu, je te provoque un peu en disant ça, mais est-ce que c'est pas un peu très niche l'extreme carving, c'est-à-dire de se coucher à plat, il faut beaucoup de place, en plus tu peux pas faire ça, là aujourd'hui on a Valto, il y a du monde, tu peux pas faire ça au milieu du monde. Ouais, est-ce que c'est pas un peu un sport de niche qui appelle quand même à des ultra spécialistes? Oui, un peu, mais si on va dans une station bondée, je dirais qu'entre 9h et 10h, il n'y a jamais trop de monde, on peut le faire ça en début de journée, puis après on passe à autre chose. Moi-même, ça m'arrive souvent dans la journée de changer de board, d'aller faire du freeride l'après-midi, de passer en soft boots, puis terminer. Donc voilà, il faut pas être exclusif. On montre les vidéos, on voit que ça, mais on fait pas que ça. Et puis, on peut aussi critiquer, on a l'impression qu'on est vautré dans la neige. C'est pas vrai, on peut faire n'importe quelle inclinaison. Donc quand il y a trop de monde, on s'incline un peu moins. Enfin, on couche plus, on est peut-être à 45 degrés, puis on enchaîne plus vite en faisant attention aux gens. Donc on peut varier les plaisirs. Hein, ouais. Nous, on organise pas mal d'événements pour promouvoir ce sport. Faut dire qu'on a tous des métiers à côté. On fait ça vraiment par passion. On n'en vit pas, mais on ne perd pas de l'argent non plus quand même. On organise souvent des événements à perte financière, mais c'est compensé par la vente de nos boards. Hein. On a fait une cinquantaine d'événements depuis 2003-2004. Et on a eu jusqu'à 250 participants par événement. Donc c'est dur d'estimer, mais je pense que dans le monde, on est 5 à 10 000, je pense, au minimum. À pratiquer l'extreme carving, et c'est en train de grossir, ça c'est sûr. Ouais, donc ça fait quand même, c'est des snowboarders c'est des snowboarders comme nous qui font l'extreme carving. Ah ouais, complètement, ouais. Mais tu sais, des très bons gars en pipe, t'en vois pas énormément non plus, hein. T'en as combien, franchement, sur Terre? Il y a des gars qui envoient bien haut dans les pipes. Ouais. Faudrait compter, il y en a peut-être moins que des extreme carvers. Ouais. Et donc, ma dernière question, c'est où est-ce que ça va, tout ça? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, toi, Sword, extreme carving, et où est-ce que vous allez, comment tu le vois, l'avenir, là? Gentiment, on a vraiment grossi maintenant. On a un collectif, il y a plein de types qui sont venus à rejoindre l'équipe. On profite un peu des compétences de chacun, des ingénieurs, des gars qui sont bons, des instructeurs de snowboard, comme Sébastien, des moniteurs. On a un peu toutes les compétences pour organiser l'événement à gauche, à droite. Mais on a vraiment un collectif de passionnés, il n'y a personne qui en vit, c'est absolument pas le but. Comme ça on est relax et on prend le temps maintenant de développer des nouveaux trucs. Donc on a sous le manteau des produits qui vont sortir, notamment des fixations soft boots d'enfer avec un système de ressort dans le spoiler à l'arrière qui donne des backsides comme vraiment j'ai jamais eu, quoi, le pied. Et avec ça on pourra vraiment bien même coucher en soft boots en backside. Donc voilà, donc on développe des trucs comme ça pour nous-mêmes à la base, qui nous font plaisir, qu'on aime. On n'a aucune pression financière. C'est vraiment la passion qui nous motive. Et gentiment, moi je pense dans l'avenir je vais essayer un peu de passer un peu le relais, quoi, parce que je ne veux pas faire ça jusqu'à 95 ans. Et puis, donc ça grandit gentiment, et voilà, ça m'a un peu à travers le monde. C'est chouette. Et comment tu le vois l'extreme carving dans 5-10 ans? Alors honnêtement, on parle toujours du réchauffement climatique, si on commence à avoir de plus en plus de pistes béton, neige artificielle, il y aura peut-être plus de pratiquants, parce que on a moins souvent de la belle poudreuse hors piste, donc autant se rabattre sur les pistes puis s'amuser sur les pistes aussi. Donc il y a de l'avenir, moi, à mon avis. Ouais. Mais par contre, il ne faut pas continuer à installer des télésièges, des téléskis sans augmenter le nombre de kilomètres de pistes, parce que ça devient dangereux sur les pistes, avec du monde. Mais faut chercher d'abord les stations familiales, je dirais. Et puis éclatez-vous. Merci beaucoup, Patrice Fiva. Merci à toi, Matt.